Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano sur Judaïque FM. Bonjour chers auditeurs, ça n'est pas Rafi Marciano, hélas. Vous le retrouverez évidemment la semaine prochaine. Il est absent pour des raisons médicales, mais sans gravité. Chers auditeurs, donc c'est Alexis Lacroix à sa place. Et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir notre ami, le réalisateur de documentaires, mais aussi l'enquêteur, le journaliste d'investigation Mohamed Sifavoui. Vous avez publié il y a quelques semaines un livre formidable sur les stratégies d'entrisme des frères musulmans dans la société française, l'édition de l'Observatoire. Il s'appelle Taqiya, tout simplement. Taqiya, ça veut dire dissimulation. On va y venir, bien sûr, dans un instant, cher Mohamed Sifavoui, mais vous suivez évidemment, comme chacun d'entre nous, l'actualité française et internationale. Elle est rythmée, bien sûr, par cette épidémie qui devient, nous dit-on, une pandémie. Est-ce que vous avez le sentiment que les mesures annoncées par la France, relayées par la conférence de presse du président de la République avant-hier soir, vont dans le bon sens et peuvent contribuer, en quelque sorte, à retirer peut-être de l'esprit de beaucoup de nos auditeurs un vague sentiment de panique? Je crois globalement que la gestion de cette crise est plutôt bien menée par le gouvernement. En tout cas, il fait tout pour communiquer dans une transparence, me semble-t-il, et c'est ce qui est demandé dans une démocratie, c'est que les gens soient considérés comme des adultes qui sont les premiers concernés par cette situation. Nous sommes tous concernés par cette épidémie, cette pandémie. Alors, évidemment, il y a la communication gouvernementale et après, il y a peut-être, sans vouloir passer pour un donneur de leçons, un traitement médiatique qui n'est peut-être pas adapté, qui donne l'impression parfois d'entretenir une sorte de... On fait trop peur aux gens ? Oui, parce qu'aujourd'hui, par exemple, s'agissant des chiffres, je n'ai jamais, à aucun moment entendu quelqu'un dire s'il y a 2000 cas qui sont recensés, il y a probablement 20 000. Et donc, s'il y a 20 000, ça veut dire que tout simplement, 80 à 85% des cas qui sont positifs, mais non détectés parce que c'est les mesures qui ont été prises par le gouvernement, ça veut dire tout simplement que c'est assez bénin et que ça recèle une certaine gravité pour les personnes fragiles, pour les personnes d'un certain âge. Et par conséquent, il faut prendre des mesures, oui, pour que la propagation ne se poursuive pas, et surtout pour ne pas saturer notre système de santé. Donc, je crois qu'il y a un sens de la responsabilité à convoquer, mais sans pour autant entretenir une sorte de film d'angoisse, parce que parfois j'ai l'impression, en entendant certains commentaires, qu'on est en train de vivre un film d'horreur. Or, quand on sort et dans la vie réelle, on s'aperçoit qu'effectivement il y a malgré tout une vie qui se poursuit. Heureusement, je dirais. Alors après, on va avoir des conséquences de tout ça qui vont être surtout sur un plan économique. Je pense que les entreprises françaises, mais pas seulement, au niveau mondial, vont en pâtir, surtout les plus faibles, et que d'une certaine façon, dans quelques mois, on risque d'avoir les conséquences d'une situation totalement inattendue. Alors, sur le plan philosophique, ça montre aussi, malgré je dirais, la puissance de nos États, nous restons peu de choses. Alors nous restons peu de choses, ça c'est la leçon philosophique que vous en retirez. Comme spectateur engagé de notre monde, on est très heureux de vous avoir dans les réponses sans tabou sur Judaïque FM, Mohamed. Est-ce que vous avez le sentiment que, en gros, si on fait une sorte de tour d'horizon géopolitique de cette situation sanitaire, les démocraties sont mieux parées que les régimes tyranniques ou totalitaires pour faire face à cette menace inédite ? D'abord, les démocraties, pour la plupart, ont érigé des systèmes de santé qui fonctionnent. On le voit. Bon, l'Italie est, me semble-t-il, dépassée à la fois par sa propre organisation, mais aussi par une propagation phénoménale. Il apparaît que sur cette question de coronavirus, peut-être les mesures n'ont pas été prises à temps. C'est la raison pour laquelle le système de santé italien s'en retrouve considérablement affecté. Ensuite, on voit que sur le plan international, évidemment, là où il y a de l'autoritarisme, du déficit démocratique, il y a un déficit d'information. Je me suis amusé à regarder un petit peu la carte, la map monde, et effectivement, il y a beaucoup de pays qui ne sont pas des démocraties,
dans lesquelles on a l'impression qu'il n'y a pas de coronavirus. Et à contrario, il y a beaucoup de démocraties où il y a le coronavirus. Alors, c'est pas un virus qui frappe les démocrates, c'est juste un virus qui est, dont la propagation est assumée davantage, je dirais, par des démocraties qui ont heureusement une communication beaucoup plus transparente que le sont les États autoritaires. Alors, vous le savez, l'État d'Israël a pris des mesures un peu singulières, notamment de fermer ses frontières aux ressortissants de pays contaminés, notamment évidemment la France qui est concernée, mais aussi sous certaines conditions d'autres partenaires européens et aussi les États-Unis pour un certain nombre de personnes ayant été, disons, récemment en contact avec les clusters de contamination en Californie notamment. Est-ce que, d'après vous, ça va dans le bon sens et est-ce que ça peut être une leçon à l'avenir pour toutes les démocraties du monde? Alors, là, par contre, je me garderai bien de passer pour celui qui est capable de commenter toutes les situations. Vous n'êtes pas un épidémiologue. Non. Alors, voilà. Moi, je suis là. Je peux répondre à 2-3 questions en tant que citoyen, en tant qu'observateur, mais je ne peux pas non plus commenter toutes les mesures qui sont prises. J'ai l'impression, quand même, que les gouvernements, en tout cas les plus sérieux, prennent ces mesures en concertation avec avec les comités scientifiques de leur pays. On peut même avec l'OMS. On peut même penser qu'au cours de la semaine qui s'achève, Mohamed, il y a eu une concertation sans doute directe et personnelle entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président des États-Unis Donald Trump, très probablement. Je ne sais pas. Enfin, après, je dirais qu'on découvre à un moment que des gouvernements aient peut-être voulu manipuler ou instrumentaliser cette affaire à là, des c'est fins pas tellement politiques. pour manipuler, c'est surtout pour freiner. Rien. Là, c'est pour freiner. J'espère. Je n'en sais rien. C'est pour ça que je me garderai bien d'apporter des commentaires parce que je ne sais pas, en vérité, je ne sais pas si les mesures radicales de fermeture des frontières sont aujourd'hui des mesures véritablement efficaces. Je ne sais pas. Voilà. D'accord. Moi, je suis pas de ceux qui savent tout. Je ne sais pas si ces mesures sont efficaces. Les jours à venir, probablement, nous le dirons. Mais aujourd'hui, il est évident qu'au regard de la propagation du virus, il y a 2 phénomènes qui deviennent évidents. Le premier phénomène, c'est que ce qui est apparent est la partie la plus grave, je dirais, c'est-à-dire les gens qui sont véritablement affectés en raison d'un état de santé peut-être fragile. Ceux qui décèdent sont aussi dans ce cas-là. Et après, il apparaît que beaucoup de personnes sont porteurs de ce virus, mais il n'y a absolument pas d'autres symptômes que de simples symptômes grippaux, visiblement. Donc, voilà. Le plus important, c'est que les gens ne rentrent pas dans une situation de panique, qu'on puisse garder notre calme. De toute façon, je suis de ceux qui pensent qu'il faut savoir garder son calme en toutes circonstances. Le calme, c'est la raison, et quand on perd la raison, c'est les pulsions, c'est l'hystérie, et c'est pas très bon. Alors, on revient sur la scène française, stricto sensu. La scène française, elle n'est pas seulement dominée donc par cette pandémie, plus ou moins difficilement contrôlée par les pays, plutôt quand même assez heureusement par les démocraties. On vient de l'évoquer avec vous, Mohamed Sifaoui. Vous signez un livre d'alerte, qui est un livre vraiment de salubrité, qui s'appelle Taqiya, sur l'infiltration des frères musulmans dans la société française. Il faut rappeler, juste historiquement, la confrérie, elle a été fondée par le propre grand-père du prédicateur suisse Tariq Ramadan en 1925 au Caire. 28 au Caire, les prodromes effectivement c'était 25 et la fondation officielle c'est 28. Donc c'était Hassan el-Banna qui était lui aussi un esprit très religieux, mais disons on va dire d'une tendance fondamentaliste, même si le mot n'existait pas à l'époque. Et son but n'est pas tellement de faire une révolution islamique mondiale, c'est plutôt d'infiltrer les différentes sociétés en faisant ce qu'on appellerait aujourd'hui en quelque sorte un travail intellectuel gramsciste, de conquête des esprits. Est-ce que vous avez le sentiment que dans la France de 2020, il y a une menace d'une conquête des esprits par l'islamisme frériste? Alors d'abord, initialement, la naissance des frères musulmans est justifiée par ses initiateurs comme je dirais, la résultante de la domination britannique de l'Égypte et du Proche et Moyen-Orient à l'époque. Ensuite,
le constat qui est fait par les initiateurs des frères musulmans, les fondateurs, dont Hassan al-Banna lui-même, c'est de considérer que le monde musulman vit un déclin, parce que cette naissance apparaît quelques années après la chute du califat ottoman, et donc les frères musulmans considèrent que le déclin du monde musulman est lié au fait que les sociétés musulmanes ou les musulmans ont délaissé leur religion, leur référent culturel, et se sont laissés occidentaliser. Voilà, pour al-Banna, l'horreur, c'est Atatürk, naturellement. Hein, c'est la laïcité à la turque, ça c'est l'horreur. C'était évidemment un grand pourfendeur d'Atatürk et du système laïque. D'ailleurs, on retrouve dans les textes des frères musulmans des attaques en règle contre la laïcité qui viennent de cette époque-là. Voilà, et qui sont les attaques en règle contre la laïcité, contre le rationalisme, contre la franc-maçonnerie et contre les juifs. Tout ça, c'est un package conspirationniste qui s'élabore déjà à l'époque. Alors, c'est intéressant parce que la franc-maçonnerie, évidemment, c'est un sujet intéressant à explorer, pour la simple raison que beaucoup d'érudits arabo-musulmans étaient francs-maçons à la fin du 19e siècle. Et j'ai voulu comprendre pourquoi, par exemple, des penseurs de la Renaissance, comme Jamal ad-Din al-Afghani, par exemple, étaient initiés dans la franc-maçonnerie, et le Grand Orient en sait quelque chose. La dénomination en tant que telle est liée à ça. D'autres, comme l'émir Abdelkader, l'Algérien, ont été initiés. Alors, il y a eu un attrait à un moment donné pour la franc-maçonnerie dans les milieux intellectuels arabes entre la fin du 19e siècle et le début du 20e. Et en vérité, si on veut comprendre comment ce divorce s'est opéré entre les milieux, je dirais, religieux, notamment islamistes, et la franc-maçonnerie, c'est parce qu'à un moment donné, les penseurs de ce qui était la matrice idéologique des frères musulmans se sont rendus compte que beaucoup de ceux qui s'étaient engagés dans le congrès sioniste mondial étaient ou venaient de loges franc-maçonnes. Et par conséquent, ils ont fait ce lien de la surreprésentation, un peu comme l'avait fait Hitler avec les bolcheviks, c'est-à-dire cette surreprésentation des juifs dans la révolution bolchevique et cette surreprésentation des francs-maçons des juifs francs-maçons dans le congrès sioniste international. Il y a eu ces interprétations qui sont faites et qui ont été faites depuis, qui ont laissé croire qu'il y aurait un complot judéo-maçonnique par-ci, judéo-bolchevique par-là. Ces théories conspirationnistes ont continué et perdurent à ce jour. Mohamed Sifaoui, on est toujours donc dans les réponses sans tabou. On fait une très courte page en couleur, comme dit le président Martial. Les réponses sans tabou, suite avec notre invité, le réalisateur, le documentariste et le journaliste d'investigation Mohamed Sifaoui. Mohamed Sifaoui qui publie Taqiya aux éditions de l'Observatoire. C'est une enquête implacable sur le travail, on va dire, de sape des frères musulmans dans la société française. Alors justement, au passage, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il est encore possible de tenir un discours raisonnable? C'est-à-dire qu'on a une double tenaille, comme disent nos amis du printemps républicain. Vous avez la gauche, disons, trotskisante, qui minimise systématiquement l'islamisme dans la société française, et vous avez une partie de la droite extrémisée qui donne l'impression, si vous voulez, que ça serait comme le coronavirus, c'est-à-dire ça serait partout. La société française serait complètement gangrénée par l'islamisme, tous les territoires seraient en quelque sorte en voie de conquête. Où est le vrai là-dedans? Comment situer le curseur exactement de l'influence réelle des frères musulmans et de leur prolongement dans la société française? Comme souvent, face à des situations aussi complexes, à des phénomènes idéologiques, et l'histoire des idées l'a démontré ou le démontre très souvent. D'une part, pour répondre à votre précédente question, l'objectif de l'islam politique en général, c'est la réislamisation des communautés musulmanes. C'est pas prendre le pouvoir. Ils ont quelques idéologues un peu hystériques. Houellebecq se trompe, par exemple, dans sa fiction exploratoire. Mais oui, enfin, on me sort souvent Houellebecq. Je rappelle que Houellebecq peut être un très bon romancier, mais ce n'est ni un sociologue, ni un politologue, ni un géopolitologue, ni un spécialiste d'histoire des idées. Il faut savoir raison garder, ni même un spécialiste de l'islam politique.
La question à poser, et c'est ce que pose cette théorie, qui est portée par ceux qui crient au grand remplacement, etc. Ça part de quelque chose qui est d'abord insultant à l'égard des musulmans, puisqu'on les homogénéise et on en fait une société, ou je dirais une communauté monolithique. Là, vous pensez à l'extrême droite, oui, en France, naturellement. Mais Houellebecq a porté ce discours-là. C'est-à-dire que même dans le cas, admettons demain, d'un homme politique d'origine maghrébine, de culture ou de confession musulmane, il s'en retournerait presque de façon génétique vers les plus extrémistes et donc vers les islamistes pour s'allier avec eux. Oui, ce qui est stupide, parce qu'il suffit de voir, par exemple, la trajectoire dans la politique française actuelle d'une jeune voix issue du Parti socialiste, comme l'élu d'Avignon, Amine El Khatmi, pour voir que on peut être issu des minorités appelées aujourd'hui musulmanes et être un parfait républicain français, attaché au triptyque républicain et absolument pas suspect de complicité même indirecte avec l'islamisme même le plus soft. Si vous laissez, ça, il faut le rappeler. D'abord, les gens sérieux ne peuvent pas un instant, parce que ce n'est pas parce que c'est joli, ou parce que c'est bien pensant, ou parce que c'est bobo, ou que sais-je encore, parce que ce n'est pas la réalité. D'abord, l'essentialisation est quelque chose qui est anti-républicaine. C'est une approche qui est anti-républicaine. Bien sûr. Les gens sont, chaque personne a sa propre personnalité, sa propre sensibilité, son propre parcours, ses propres objectifs, etc. Allez croire que, et justement, par exemple, ce qui caractérise, un des traits qui caractérise à la fois tous les racistes et tous les antisémites, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils attribuent, ils ont cette facilité à attribuer la même caractéristique à un groupe de personnes. Ce qu'on appelle aujourd'hui dans le langage commun des politiques, l'essentialisation, le fait de réduire à une essence. L'essentialisation, c'est de laisser croire que un fait négatif, je dirais, un trait de caractère serait commun à un groupe social quel qu'il soit, un groupe ethno-religieux, et qu'on ferait croire que telle ou telle attitude, que ce soit la haine de l'autre, que ce soit l'islamisme, serait transmis presque de façon atavique, absolument, comme l'ont dit déjà certains. Alors, tout ça, c'est le préambule, on est bien d'accord là-dessus. C'est une lecture inadmissible. Pardon, cher Alexis. Il y a entre ça, justement, entre ce discours hystérique et complètement hallucinant, et le déni. Le déni, c'est-à-dire ce que peut produire l'extrême gauche. Il n'y a pas de risque islamiste, il n'y a pas cette réalité islamiste est exagérée, etc. Tout ceci est aussi faux et mensonger. En vérité, il faut juste être honnête intellectuellement, se situer sur une ligne de crête et voir la réalité telle qu'elle se présente. Moi qui enquête sur le sujet de l'islam politique, comme vous l'avez gentiment rappelé, depuis maintenant plusieurs années. Je suis à mon 21e ouvrage, je crois, dont 15 ou 16 sur le sujet. Et je ne sais plus à combien d'enquêtes, de terrain et à combien d'articles. Ce que je constate, et à mon modeste niveau, ce qui est validé aussi par d'autres, y compris des universitaires, y compris des enquêteurs, des confrères, etc. Ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'il y a une forte minorité agissante, qui se décompose en plusieurs courants. D'ailleurs, c'est pas, même les islamistes eux-mêmes ne représentent pas un courant homogène et monolithique. Lesquels ? Il y a par exemple un courant qui est strictement prosélyte et qui est contenu dans ce qu'on appelle le tablir, qui font que du prosélytisme. Il y a un deuxième courant qui, lui, est un courant à la fois prosélyte et politique. Là, on parle des frères musulmans. Absolument. Et il y a un troisième courant qui est, lui, prosélyte, politique et terroriste. Là, on parle du salafisme djihadiste. Absolument. Donc, et même dans le salafisme, il y a une partie qui a, entre guillemets, mis provisoirement sous le boisseau l'action criminelle, terroriste, et d'autres qui continuent d'être terroristes. Et donc, alors, dans ce monde-là, il y a des luttes intestines, il y a, y compris les uns qui guerroient contre les autres. On l'a vu par exemple en Syrie, Al-Nosra qui est plus l'émanation d'Al-Qaïda et Daesh qui se font la guerre. Enfin, tout ça pour rappeler que nous sommes, encore une fois, face à un phénomène complexe qui s'appelle l'islam politique, mais qui est subdivisé en petits segments vous avez rappelé qui doivent être étudiés à la fois séparément et de façon complète pour comprendre Mohamed Sifaoui, on est toujours avec vous donc dans les réponses sans tabou. Nous parlons bien sûr de votre ouvrage Taqiya aux éditions de l'Observatoire. Les subdivisions, vous venez de nous les rappeler. À l'intérieur, on va dire, de la mouvance islamiste française. Numériquement, peut-on dire que les personnes qui évoluent qui gravitent
dans la mouvance frériste, représente la majorité des islamistes en France. Est-ce que l'on peut dire ça? Oui, les islamistes, la composante principale des islamistes sont des fidèles de la pensée des frères musulmans. On a, je prends par ordre croissant. La partie infime, si tant est qu'on puisse utiliser ce terme, les radicalisés. Ils sont de l'ordre de 10 à 15 000 aujourd'hui, ceux qui sont référencés. Il y a 10 000 fiches actives pour reprendre les termes des services de police et de renseignement. C'est-à-dire 10 000 personnes qui sont surveillées pour des faits de radicalisation, donc plutôt des salafistes djihadistes. Ensuite, il y a une deuxième catégorie qui est une catégorie de personnes qui sont impliquées dans l'action idéologique et politique et qui ne sont pas dans une logique criminelle. Donc, à cela, il faut opposer, une guerre idéologique assumée. C'est ce qu'on ne fait pas, malheureusement. Parce qu'à bien observer, la République française, à son corps défendant, a su mettre en place une doctrine antiterroriste aujourd'hui assez efficace. On aura d'autres attentats, malheureusement, incontestablement, dans les mois, les années, les jours, les semaines à venir, que sais-je. Mais en tout état de cause, il y a aujourd'hui une doctrine antiterroriste qui est enveloppée dans un arsenal juridique assez complexe et assez complet. Par contre, la bataille culturelle contre le frérisme, on ne sait pas la mener. Ce qui nous manque, c'est une véritable doctrine contre l'islam politique. Il faut que Manuel Valls revienne, par exemple. Il faut surtout, Manuel Valls n'est pas président, il faut surtout qu'Emmanuel Macron prenne ses responsabilités et arrête avec ce en même temps qui, sur d'autres sujets, peut exprimer une nuance, mais qui, sur ce sujet précisément, doit exprimer une certaine lisibilité. Le problème du président de la République, c'est qu'il n'est pas lisible. On ne sait pas ce qu'il pense. Quand il parle, par exemple, d'un côté des frères musulmans, du séparatisme, du communautarisme séparatiste, etc., ou du séparatisme islamiste, c'est très bien, c'est des mots. Il parle, et pardon de le dire, mais il fait du sifaoui quand il fait ça. Non, mais oui, si vous voulez, si vous voulez. Mais le sujet, c'est qu'ensuite, sur le terrain, qu'est-ce qu'on voit? On voit une implication de l'État dans l'accompagnement de la construction, l'édification, le parachèvement de la construction de l'islam de France qui continue d'intégrer l'islam politique. Et ça, c'est curieux. Je veux dire, aujourd'hui, l'activisme du Bureau des cultes, du ministère de l'Intérieur sur la question de l'islam de France est surprenante et ils considèrent que les tenants de l'islam politique sont des acteurs sérieux et respectables. Je vous donne un autre exemple. Nous avons aujourd'hui clairement identifié les deux pensées qui posent problème dans l'islam. C'est le wahhabisme saoudien et c'est les frères musulmans. Ces deux pensées ont deux sponsors qui sont clairement identifiés. C'est l'Arabie saoudite et le Qatar. Et j'ajouterai la Turquie. Je vous interromps sur un point. C'est très intéressant, évidemment, ce que vous dites. Vous avez raison, bien sûr. Dans les dernières décennies, les deux mamelles, en quelque sorte, de l'islamisme dans la société française historiquement, c'est bien sûr le wahhabisme d'un côté, porté, disons, par le régime saoudien de ces dernières décennies, et c'est aussi, bien sûr, le frérisme dont nous parlons depuis tout à l'heure, et qui a été historiquement porté par le petit émirat du Qatar, qui avait d'ailleurs des amis politiques dans la classe politique, notamment à droite. Peu importe, revenons à l'essentiel. Est-ce qu'aujourd'hui, Mohamed Sifawi, vous n'avez pas le sentiment qu'au Moyen-Orient, la donne géopolitique globale évolue, c'est-à-dire vers une polarisation grandissante des chiites et de tout ce qui dépend, disons, du régime iranien, qui est un régime foncièrement antisémite, on le redira jamais assez, face à un monde sunnite qui s'ouvre progressivement, qui peut-être se modère progressivement, et où, paradoxalement, l'Arabie saoudite, malgré son wahhabisme historique, joue un rôle actif. Alors, puisque l'émission c'est sans tabou, je vais vous répondre sans tabou. Bien sûr, il faut que vous répondiez sans tabou. C'est pas vous qui êtes visé. C'est là le produit d'une propagande éhontée. Mais quelle propagande ? Mensonge. Je vais vous dire qu'Israël décide de normaliser ses relations avec un État criminel comme l'Arabie saoudite, que bien lui fasse. Ensuite, que des Juifs de France rentrent dans cette logique-là et tentent de faire passer aujourd'hui l'État criminel d'Arabie saoudite pour un État sympathique, ça c'est moins intéressant. Mais Mohamed Sifawi... Non mais attendez, laissez-moi terminer. Montrez-nous. Non, mais je vais vous montrer. Non, montrez-nous concrètement. Ça aurait mérité toute une émission, Mohamed, je vais vous le Mohamed, on parle sans tabou. Montrez-nous concrètement en quoi les gestes
que les différents dirigeants de l'Arabie Saoudite ont fait à l'endroit de l'Occident, et en particulier d'un petit pays occidental au Moyen-Orient qu'est Israël, sont des gestes factices. On aimerait savoir. Vous m'avez invité pour parler d'un livre qui est intitulé Taqiya, Oui. et vous l'avez défini. Taqiya, c'est la dissimulation, le mensonge Oui. et le double discours. Oui. Ce n'est pas le propre des frères musulmans, c'est le propre de toutes les mouvances islamistes. Et depuis maintenant plus de 60 ans, l'Arabie Saoudite se joue des grandes puissances occidentales, à commencer par les États-Unis. Les États-Unis, qui sont leurs alliés traditionnels, cela ne n'a pas empêché de retrouver 15 Saoudiens formés à l'idéologie, à la mamelle wahhabite, dans les avions du 11 septembre. Aujourd'hui, si vous voulez, quand Mohammed Ben Salman fait croire à une partie de la communauté internationale, et curieusement, qu'ils se mettent à instrumentaliser toutes les diasporas juives dans le monde pour faire croire qu'ils ne seraient plus antisémites, alors que l'antisémitisme est toujours contenu dans le dogme qui est diffusé par le wahhabisme et qui est financé par la Ligue islamique mondiale, qui a été reçu y compris à bras ouverts par le grand rabbin de France, avec d'autres acteurs de l'islam de France, comme le fameux Ghaleb Bencher, je trouve ça totalement scandaleux. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas, d'un côté, montrer un discours viril face à un jeune salafiste de la Seine-Saint-Denis et s'aplatir à ce point devant des milliardaires saoudiens qui savent parfaitement que la France est un pays où il y a beaucoup de cupidité, où il y a beaucoup de cynisme et de pragmatisme. Il suffirait juste de revenir à la raison et de considérer ces gens-là pour ce qu'ils sont, en l'occurrence des islamistes, qui ne sont pas nos amis, ni les amis des valeurs qu'on défend. Alors, on ne se réconciliera peut-être pas sur la question de l'Arabie Saoudite, puisque vous niez toute évolution de ce régime. C'est pas moi qui le nie, ce sont les faits. Vous niez toute occidentalisation, c'est votre droit. Ce sont les faits qui le nient. Encore une fois, cher Alexis, ce sont les faits. Non, moi, j'écoute tous les jours les prêches qui sont distribuées. Mohamed Sifaoui. Et les livres qui sont distribués. Mohamed Sifaoui, vous êtes un combattant anti-islamiste et vous êtes un combattant... Non, je suis journaliste, je suis pas combattant, je suis un journaliste engagé. Vous êtes un journaliste engagé contre l'islamisme avec beaucoup d'esprit, de conséquence et de persévérance. Pourquoi, ces jours-ci, ne vous entend-on pas plus sur la menace iranienne létale contre l'État d'Israël ? Ah, vous rigolez. Mais d'abord, j'ai dénoncé le régime iranien, y compris à travers une bande dessinée que j'ai sortie il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, oui, mais pas aujourd'hui. Ah non, mais attendez, je vais pas non plus me fixer sur l'agenda du gouvernement israélien. Moi, je pense que, ayant dénoncé l'islam politique, d'abord, je le dénonce dans mon pays. Dans mon pays, l'islam politique, en général, menace la stabilité de ce pays. Et cette menace, elle vient notamment d'Arabie Saoudite et du Qatar. On vous a compris, c'est votre point de vue. Merci beaucoup. Vous reviendrez naturellement à Judaïka FM. Merci beaucoup, Mohamed Sifaoui. Taqiya aux éditions de l'Observatoire. Conversation animée mais passionnante. Merci. Merci. Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano sur Judaïka FM.